Vous parlez maintenant des traitements d'avenir. Alors, je vais limiter aux traitements interventionnels, aux machines d'assistance, puisque beaucoup de choses ont déjà été dites en ce qui concerne les médicaments et les autres techniques. Bon, j'ai un conflit d'intérêts avec quelques sociétés pour lesquelles je travaille, là, en particulier sur l'ECMO véno-veineuse et véno-artérielle dans à la fois le choc cardiogénique et le SDRA. Alors, à la date d'aujourd'hui, donc, on a un certain nombre de dispositifs d'assistance circulatoire. Je vous ai mis sur la gauche la classification Intermax, dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui est la classification nord-américaine qui grade la sévérité des patients en insuffisance cardiaque aiguë et qui peuvent éventuellement bénéficier, alors pour les Américains, c'est plutôt pour la mise en place d'un LVAD, mais on peut aussi utiliser cette classification pour décider de la mise en place de thérapeutiques d'assistance temporaire. C'est souvent des malades qui sont en classe 1, voire même en classe 0, c'est ceux qui sont en arrêt cardiaque réfractaire. Les dispositifs qu'on a à la date d'aujourd'hui, donc bien sûr il y a le ballon de contre-pulsion, mais on en a déjà discuté un petit peu tout à l'heure, les assistants circulatoires, c'est-à-dire les machines qui donnent un débit cardiaque, qui augmentent le débit cardiaque, qui sont capables de générer elles-mêmes un débit. À la date d'aujourd'hui, c'est le Tandem-Art, mais qui n'est pas disponible en Europe. L'Impella, la pompe Thoratec HeartMed PHP qui est encore en phase de test, et puis bien sûr l'ECMO véno-artériel. Les grosses machines, le HeartMed 2, le Heartware, le HeartMed 3, le cœur artificiel total, c'est clairement pas pour ces malades en phase aiguë en choc cardiogénique ou en choc cardiogénique réfractaire parce que c'est très très cher, nécessite une implantation au bloc opératoire et c'est vraiment des thérapeutiques de longue durée, éventuellement en deuxième ligne pour des patients qui ont passé le cap aigu des assistances circulatoires de première ligne. Alors, pour reparler des deux dispositifs qui sont vraiment sur la table à la date d'aujourd'hui, l'Impella d'un côté et l'ECMO, quelques données d'abord physiologiques, comment marchent ces machines, et en particulier tout d'abord l'ECMO. L'ECMO, ça draine le sang du côté droit, donc ça va diminuer la précharge du cœur droit. C'est en particulièrement intéressant pour les malades qui ont une HTAP ou pour les malades qui ont une embolie pulmonaire aiguë, où là, l'ECMO va avoir un rôle déterminant dans cette baisse de précharge du cœur droit et de sauver un certain nombre de patients, mais c'est des cas extrêmement spécifiques. A l'inverse, l'ECMO augmente la post-charge du ventricule gauche avec la réinjection de sang à contre-courant dans l'aorte thoracique descendante, avec des risques de majoration ou de création d'une insuffisance aortique, d'une insuffisance mitrale et surtout la création ou la majoration d'une dilatation des cavités gauches et de l'augmentation de la pression télédiastolique du ventricule gauche qui va elle-même être à l'origine d'œdèmes pulmonaires qui peuvent être importants sous ECMO. Alors, on peut représenter ça avec des courbes pression-volume. En bleu ici, donc c'est le malade donc sans ECMO, et plus on augmente le débit d'assistance, plus on va augmenter cette pression télédiastolique du ventricule gauche, augmenter également l'élastance artérielle. Donc un certain nombre d'effets délétères potentiels de l'ECMO, en particulier si on augmente beaucoup le débit d'assistance. A l'inverse, la pompe Impella va drainer directement le sang dans les cavités gauches et elle va donc shifter vers la gauche, ses courbes pression-volume, et avoir un vrai effet de décharge des cavités ventriculaires. Il y a pas mal de papiers qui sont sortis là dans les derniers mois sur ce concept de décharge et de prise en charge facilitée de l'infarctus, en particulier à la phase aiguë, avec ce concept de décharge des cavités gauches. Alors, où est-ce qu'on en est à la date d'aujourd'hui? Eh bien, donc, en ce qui concerne l'Impella, il y a une petite étude randomisée qui a porté sur 48 patients. Impella CP, la seule à la date d'aujourd'hui qui est vraiment qui procure un certain débit cardiaque et qu'il est possible de mettre en place relativement facilement par voie percutanée. Il y a une plus grosse Impella qui est celle dite 5.0, mais qui nécessite une insertion chirurgicale et qui n'est clairement pas utilisable en routine. Cette Impella CP n'a pas montré de bénéfice par rapport au groupe contrôle qui avait bénéficié d'un ballon de contre-pulsion dans cette petite étude. Et très récemment, il y a quelques jours, quelques semaines, est paru dans Circulation dans la version online, une grande étude de registre réalisée en Allemagne, qui est donc une cohorte massive là, de 570 patients qui avaient bénéficié d'une Impella
dans le cadre d'un choc cardiogénique de l'infarctus. Et parmi ces patients, ils ont pu réaliser une étude cas contrôle matchée sur un score de propension pour rendre ces populations les plus comparables possibles. Donc entre cette population Impella d'un côté, et ils se sont servis des 600 malades de la cohorte IABP Choc 2, dont on a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, pour comparer le pronostic de ces deux types de patients. Donc ils ont eu 237 paires matchées sur la population générale, et puis après, ils ont fait donc une sous-étude cas contrôle à l'intérieur de cette cohorte-là, en prenant uniquement des malades IABP, du groupe IABP de l'essai IABP Choc 2 versus Impella. Il y avait 115 malades de chaque côté. Voilà les résultats en ce qui concerne la cohorte générale, les 237 patients matchés de chaque côté. Comme vous le voyez, aucune différence entre l'Impella, qui était une Impella CP, et les patients dans le groupe IABP Choc 2. Donc une grosse déception. À la date d'aujourd'hui, il y a un signal extrêmement négatif d'efficacité concernant ce dispositif. Pourquoi? L'Impella, c'est qu'une pompe monogauche. Le débit de l'Impella CP est autour de 2,5 litres, 3 litres dans le meilleur des cas. Et c'est probablement insuffisant pour les malades qui vont développer un choc cardiogénique relativement sévère. Donc l'alternative, c'est l'ECMO véno-artériel. Bon, l'ECMO elle a un certain nombre d'avantages. Elle peut être déployée de manière assez facilement, ce qui est le cas aussi pour l'Impella. Mais l'avantage de l'ECMO, c'est que c'est un support biventriculaire, ce qui n'est pas du tout le cas de l'Impella. Et l'autre gros avantage de l'ECMO véno-artériel, c'est son coût, son prix, qui est 4 à 5 fois inférieur au prix d'une pompe d'Impella, que ce soit une CP ou a fortiori une 5.0. Alors, à la date d'aujourd'hui, on manque énormément de données pour l'ECMO véno-artériel. Il y a des séries rétrospectives. Là, c'est une série qu'on avait donc établie avec l'équipe de Rennes. 138 patients en choc cardiogénique. Alors là, on ne parle pas du choc cardiogénique de Culprit ou de IABP Choc 2. Ça, c'était des chocs réfractaires. Des chocs qui, malgré des doses importantes d'amine, avaient évolué donc, vers une insuffisance circulatoire aiguë extrêmement sévère. Et donc, parmi ces patients, à peu près 50% ont survécu à la réanimation. L'autre élément important, c'est que les 2 tiers de ces patients ont pu être sevrés de la machine d'ECMO après une récupération partielle, voire importante, de la fonction ventriculaire gauche. Donc juste, ça c'est les courbes de survie d'IABP Choc 2. J'ai rajouté les courbes de survie de Culprit. Et là, c'est la survie de notre cohorte Encourage, avec encore une fois des malades qui sont beaucoup plus sévères au moment de la mise en place de l'ECMO que les malades randomisés dans ces essais réalisés en Allemagne, avec donc une survie qui est proche de celle du groupe revascularisation complète là, de Culprit. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer dans le futur? Probablement, il y a pas mal de papiers qui sortent en ce moment pour tester l'efficacité de thérapeutiques combinées. Nous, on a beaucoup travaillé sur l'association du ballon de contre-pulsion avec l'ECMO. On avait montré dans une petite étude physiologique, il y a 5 ans maintenant, que le ballon de contre-pulsion associé à l'ECMO permet de diminuer la pression télédiastolique du ventricule gauche lorsqu'il est mis en œuvre. Le ballon n'a pas d'impact hémodynamique en termes d'augmentation du débit cardiaque, mais il permet dans une certaine mesure de diminuer les risques associés à l'augmentation de la poste-charge du ventricule gauche liée à l'ECMO en diminuant la PTDVG, la pression télédiastolique du ventricule gauche. On a confirmé ça plus récemment sur une autre étude où on montre qu'il y a moins d'œdème pulmonaire qui survient sous ECMO. Et puis, il y a un certain nombre de données de registre dans la littérature qui montrent, qui suggèrent qu'il y aurait peut-être même un effet en termes de mortalité. Ça, c'est un grand registre japonais qui montre que les patients qui ont reçu la thérapeutique associée ballon ECMO ont une mortalité qui est inférieure à ceux qui reçoivent une ECMO véno-artérielle seulement. L'autre solution, c'est ce qu'on appelle l'ECPELA ou l'ECMELA. C'est l'association ECMO et Impella CP en particulier, l'Impella servant à diminuer donc la poste-charge du ventricule gauche en déchargeant directement en intraventriculaire gauche ces malades. Et il y a quelques données dans la littérature, il y a une petite série de Papalardo, et puis ça c'est le dernier papier, là, très récent, dans Jack Heart Failure aussi, qui montre sur le plan hémodynamique le concept de décharge intraventriculaire gauche, donc qui permet de contrecarrer les effets délétères de l'ECMO
sur l'augmentation de la post-charge ventriculaire. On montre ici sur la pression capillaire pulmonaire. Quand on met de l'ECMO seul, on augmente donc la pression capillaire, la PT-DVG, l'association ECPELA ou ECMELA permettant de diminuer de manière très significative ces pressions. La conclusion de ce papier, donc, c'est que maintenant, il faut tester ça. Le concept, il est intéressant. C'est un concept qui est extrêmement coûteux, parce que là, du coup, c'est 20 000 € par malade. Donc, bon, en termes d'économie de la santé, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Donc, on en est là à la date d'aujourd'hui. On a besoin de données scientifiques. Pour l'instant, les petites études sur l'IMPELA, elles sont toutes négatives. L'ECMO, ça sauve des malades en choc cardiogénique réfractaire. Est-ce que, mettant une ECMO plus précocement, en se plaçant dans les critères d'inclusion de choc 2 ou de culprite, est-ce qu'on pourrait avoir un bénéfice, c'est-à-dire faire baisser la mortalité? IABP choc 2, c'est 40% de mortalité à un mois, 50% à un an. Il y a une marge de progression quand même qui est relativement importante ici, encore une fois en rappelant que dans l'essai culprite, les 2/3 des décès sont dus à l'insuffisance cardiaque réfractaire. Donc on peut imaginer que si on avait pu mettre en place une thérapeutique d'assistance circulatoire plus précocement, un certain nombre de ces patients auraient pu être sauvés. C'est du domaine du concept. C'est pour ça que Judith Hockman concluait son éditorial qui accompagnait culprite que maintenant, il est absolument nécessaire de réaliser un essai avec une assistance circulatoire. Alors, que ce soit une IMPELA ou une ECMO, là, elle suggérait elle, de le faire avec de l'ECMO, avec la même rigueur scientifique qui a été utilisée dans les 2 derniers essais récemment réalisés en Allemagne. Donc voilà cette table-là qui ne figure que dans l'appendice online de culprite, qui montre que les 2/3 des patients décèdent de choc cardiogénique réfractaire et que, en fait, seulement 8% des malades vont décéder de problèmes neurologiques. Donc le problème de l'arrêt cardiaque donc randomisation est probablement moins prégnant qu'il n'a été souligné initialement. Et on va le faire en France. Là, on est en train de mettre en place l'essai qui s'appelle ENCORE, où on va randomiser des patients qui ne sont pas en choc réfractaire, qui sont exactement dans le cadre des critères d'inclusion de choc 2, donc des chocs, entre guillemets standards, ECMO, véno-artériel plus ballon de contre-pulsion systématique versus traitement médical. Et on décourage fortement de mettre en place un ballon parce que ça ne marche pas. Et il est formellement interdit de mettre en place une autre assistance, sauf si le malade développe un choc réfractaire, auquel cas il sera possible de mettre en place une ECMO véno-artérielle. Donc ça, c'est l'essai français. Il y a un autre essai qui va débuter également en Angleterre avec 1 ou 2 autres centres en Europe. Et puis Holger Thiel est en train aussi de mettre en place un essai en Allemagne. Donc on va avoir 3 essais qui vont être réalisés dans les prochains mois. Et donc, ceci est ma dernière diapositive. C'est une invitation pour le congrès qu'on organise donc fin juin, donc, où on traite de toutes ces thématiques et vous êtes tous cordialement invités. Je vous remercie.